Ils affirment qu'Israël fait face à une rupture totale en interne, n'est-ce pas? Total, internamente hablando, ¿no? Allons dans le détail de ce qui se passe. Mais on parle déjà de la dissolution du Parlement israélien, et cela s'est produit avec la coalition de Benjamin Netanyahou. Et ici, il parlait déjà des prochains mouvements qui vont avoir lieu, pas seulement de ceux qui vont se déplacer là-bas. La coalition du gouvernement en Israël a pris un tournant radical. Cela s'est produit lorsqu'un projet de dissolution du Parlement a été présenté. Là-bas, ils l'appellent la Knesset. En Israël, on l'appelle la Knesset. L'idée est de convoquer des élections anticipées. Et c'est une initiative qui a été directement impulsée par le parti Likoud de Benjamin Netanyahou, cherchant à prendre le contrôle du calendrier électoral avant de perdre le pouvoir. La rupture est essentielle. Cette rupture est essentielle mais très importante pour la guerre en Iran, pour ce qui se passe au Liban, pour ce qui se passe à Gaza. ¿Está? Pour beaucoup d'autres choses. La rupture se produit avec les partis ultra-orthodoxes, qui ont retiré leur soutien après avoir accusé Netanyahou d'empêcher des accords fondamentaux. Le point de rupture a été la promesse non tenue d'exempter du service militaire les étudiants religieux, une demande centrale pour ces groupes. Regardez, les groupes orthodoxes ne veulent pas faire le service militaire. Regardez, ils ne paient pas d'impôts. Ils ne font pas le service militaire. Ils ne vont pas dans les mêmes écoles que les autres, mais dans les leurs. Donc on parle d'un faible niveau d'éducation parce que c'est une éducation, disons, très élevée au niveau religieux, mais très faible en sciences, en mathématiques, dans d'autres domaines. Voilà. Donc s'ils ne peuvent pas aspirer à devenir de grands ingénieurs, inventeurs, etc., c'est parce qu'ils sont concentrés sur la religion. Le problème, c'est que ce sont eux qui ont le plus d'enfants, mais eux ne veulent pas aller à la guerre, ni faire le service militaire, ni payer des impôts. Alors, beaucoup d'Israéliens, enfin ceux qui ont fait des études, ceux qui sont ingénieurs, font ça. Ils partent aux États-Unis, ils partent en Angleterre, ils partent au Mexique, ils partent là où on leur offre des opportunités de travail. Ils emmènent aussi leur famille, s'ils en ont une. Beaucoup préfèrent ne pas fonder de famille, estimant qu'avoir un enfant n'a pas de sens. Il va connaître la guerre, s'il doit faire le service militaire et que les autres non. Alors les gens qui ne sont pas orthodoxes, qui ne font pas partie, disons, de ces groupes, eh bien, ils sont très mécontents. Hay un problema gravísimo. Donc c'est extrêmement grave. De la façon dont les choses sont gérées en interne en Israël. Les gens ont dit « ça suffit ». Tout le monde doit payer des impôts, tout le monde doit faire l'armée, et pour le service militaire, c'est la même règle pour tout le monde, en gros. Mais Netanyahou leur avait promis « ne vous inquiétez pas, vous n'irez jamais à ». À la guerre, rien de tout ça. Ainsi, il restait au pouvoir et envoyait les autres combattre. Ils le maintiennent. Et les autres, eh bien, ils restent. Au milieu du conflit, essentiellement. C'est le point de rupture. Les chefs religieux ont de l'influence. Ils ont affirmé ne plus faire confiance à Netanyahou, accentuant la pression politique. La coalition s'est retrouvée affaiblie au point de ne plus pouvoir garantir une majorité parlementaire, obligeant à retirer des projets clés du vote. Netanyahou est évidemment très rusé et il a rapidement bougé ses pions pour devancer l'opposition qui préparait déjà sa propre proposition pour dissoudre le Parlement. En résumé, soit Netanyahou dissolvait le Parlement, soit son opposition le faisait. Mais le Parlement allait être dissous, c'est un fait. C'est un moment où le Parlement a été dissous. Ce n'est pas comme certains pourraient tout l'imaginer, ils ont perdu ce pouvoir. C'est-à-dire, temporairement, ils perdent ce pouvoir, mais pour concourir, d'accord ? Pour concourir entre eux et reformer le gouvernement. En gros. Le calcul, c'est de savoir qui a le plus d'avantages, n'est-ce pas ? Gagner du temps, non ? C'est aussi un autre calcul. Pendant ce temps, il tentera de mettre en avant ses réussites, non ? Dire « Regardez ce que nous avons accompli ici, regardez ce que nous avons accompli là-bas. » Et tout cela en essayant de convaincre un groupe ou un autre. Qu'ils votent pour lui, pas qu'ils l'intègrent au gouvernement. Netanyahou aborde cette possible élection dans une situation délicate car il est jugé pour corruption. Il a récemment été opéré pour un cancer et en plus il y a la guerre.
Donc ce sont trois choses déjà très différentes, donc trois choses maintenant qui influencent beaucoup la décision de ceux qui vont soutenir ou non Netanyahou. Malgré l'usure politique, Netanyahou confirme qu'il va chercher à rester au pouvoir. Il estime qu'il a suffisamment de popularité pour se maintenir au pouvoir et il anticipe qu'il va y avoir une campagne hautement polarisante. Autrement dit, ils vont aller vers une polarisation maximale pour pouvoir rester au pouvoir, n'est-ce pas ? C'est là qu'il y a une rupture, même au sein de la population elle-même, entre ceux qui soutiennent, ceux qui ne soutiennent pas, etc. Autrement dit, en ce moment, il y a un affrontement. Il y a une rupture totale, disons, parce qu'il n'y a plus de point d'accord, il n'y a plus de juste milieu. Soit tu es contre, soit tu es pour, en gros. Et ce sera intéressant d'observer quelle est la proposition des autres, Observar, sobre todo porque influyen. car tout cela a beaucoup d'influence dans une guerre qui touche toute la planète. Bien sûr que c'est valable, il est pertinent de s'intéresser au sujet et de rester attentif à ce qui va arriver, car cela aura une influence. S'il va y avoir plus d'inflation, si la situation va se calmer. Et cette crise énergétique que nous vivons ne se transforme pas en un effondrement énergétique et ce genre de choses, parce qu'au final, c'est ce qui pointe maintenant vers un potentiel effondrement énergétique, si cela continue ainsi. Comment ça va, Gabriel MT Eric ? Salutations à toute la communauté, et à S, et à Sen, et à CA. Comment allez-vous ? Très bien. Salutations, bonjour. Regardez, il y a aussi un autre sujet qui attire beaucoup mon... Fíjense, otro asunto también que me lleva. Attention à la situation en Iran et ses relations avec Israël. Raconte-moi l'Iran. Selon les rapports, Israel Katz lui-même l'a dit il y a quelques jours. Ils sont déjà prêts pour l'opération. Non seulement ils sont prêts, mais cela a aussi été observé et nous en avons également parlé ici. À l'intérieur de l'Irak, il y aurait une supposée base militaire, ce serait plutôt comme une base. Eh bien, on va l'appeler une base, mais ce n'est pas vraiment une base en soi, parce que ce n'est pas officiel, n'est-ce pas ? En tant que tel, mais on va enlever ça, parce que c'est là où se trouve le fleuve Euphrate, mais pour l'instant, on ne parle pas de ça. Donc on va enlever ça, on supprime la mesure, et on enlève ce petit point rouge pour ne pas se tromper. Voilà. Entonces, dentro del norte, Là, dans le nord de l'Irak, dans cette zone, un mouvement d'un groupe apparemment de renseignement militaire israélien a été détecté, qui préparait des opérations à mener contre l'Iran à un moment donné, c'est-à-dire probablement des sabotages ou quelque chose comme ça. Mais ils ont apparemment été découverts et à ce moment-là, ils ont donc dû quitter les lieux. Il n'est pas clair ce qui s'est passé exactement, c'est-à-dire on parle d'une fuite, on parle d'un berger qui aurait soi-disant donné des informations, disant qu'il les a vus là-bas en train d'opérer. Mais le point, c'est qu'ils seraient en Irak. Les services de renseignement militaires israéliens sont fortement mobilisés pour opérer et apparemment, ils seraient déjà prêts pour la prochaine phase du conflit. La phase bien. Si vous avez vu le rapport précédent et si vous avez vu les rapports de cette semaine, ce qui, du moins pour moi, montre que le conflit continue. Je ne vois pas jusqu'à présent, du moins jusqu'à maintenant, aucun signe clair concernant la visite de Donald Trump en Chine. Donne rapidement un résultat. Il y a bien un signe. Eh bien, s'il y a un signe, voyons, cela vient d'être annoncé il y a un instant, mais c'est un sujet qui devrait, enfin, même si le fait est confirmé, la nouvelle n'est pas confirmée quant au mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Regardez, les Iraniens auraient déjà officiellement déclaré que les Chinois, tous les navires chinois pourront passer par le détroit d'Ormuz, tous. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Chine parce qu'ils se disent « Eh bien, maintenant, on va pouvoir faire passer tout le pétrole sans aucun problème. » Le problème, c'est que la Chine dépend. Oui, d'accord, elle a une dépendance envers l'Iran, mais ce n'est qu'une petite partie. La Chine achète au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, avec tous, ils font de grosses affaires. Alors la Chine dit à l'Iran « Eh, c'est bien que toi, tu me permettes de vendre. Mais tu vas aussi laisser passer les bateaux des Émirats, auquel cas la Chine sortira gagnante de toute cette histoire. Au moins jusqu'à maintenant, la Chine pourrait prendre tout le pétrole qu'elle veut, alors que vous, les autres pays, non. Je doute vraiment que ce soit la solution. Honnêtement, je ne le crois pas parce que, pour commencer, ça ne profite qu'à un seul.
Bon, à deux, à l'Iran et à la Chine, et éventuellement aux pays qui leur permettent de vendre à la Chine. Voilà. Mais si c'est vraiment comme ça, alors la Chine se retrouverait dans la position la plus forte de toutes, n'est-ce pas? Parce que ni l'Europe ni personne d'autre n'aurait accès à la région comme la Chine, et cela laisserait un Iran totalement renforcé dans la zone qu'il contrôle, et c'est lui qui déciderait quand oui et quand non. Donc c'est aussi un sujet qu'il faudra prendre en compte. Il y a aussi un autre sujet qui me semble très important. Allons-y. Je vous disais tout à l'heure, lors d'une précédente transmission, que je préparais déjà le rapport sur les actions des pays du Golfe. Parce que les pays du Golfe, dans leur ensemble, préparent... Enfin non, ils ne préparent pas, ils prennent déjà des mesures militaires contre l'Iran. Ils passent déjà à l'action. Ils ne se contentent plus seulement d'observer et de se défendre, mais ils mènent des attaques secrètes contre l'Iran. Le jeu change complètement parce qu'ils ont vu que leur position est beaucoup trop faible. Ils se sentent puissants parce que, oui, ils sont une puissance énergétique mondiale, et ensemble, ils forment une mégapuissance qui représente 1/5 du gaz, 1/5 du pétrole. C'est-à-dire, ils représentent une force importante. Ils ne se considèrent pas comme des sujets des Iraniens ni rien de tout cela, n'est-ce pas? Alors, eh bien, d'après ce que rapporte en ce moment le Wall Street Journal, Reuters et d'autres médias internationaux affirment que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis mènent déjà des bombardements clandestins contre l'Iran. Vous vous souvenez qu'on entend souvent dire qu'il y a eu une explosion quelque part, qu'il y a eu tant d'explosions sur telle île, ou qu'il y a eu des pressions secrètes sur telle base. Eh bien maintenant, elles commencent à être clairement identifiées. Nous savions déjà que les Émirats arabes unis avaient en fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire que certaines opérations venaient d'eux. Ces opérations n'étaient pas le fait d'Israël, ni des États-Unis. Et tout le monde dit qui c'est. Il s'avère que l'Arabie saoudite mène des opérations et que le Koweït est aussi soupçonné, sans confirmation. Bahreïn et le Qatar, on ne sait toujours pas. Que se passe-t-il? Mais les objectifs stratégiques et les actions des pays du Golfe sont déjà pleinement opérationnels. Ce serait la première fois que ces pays attaquent les Iraniens de façon plus claire, disons. C'est pourquoi j'insiste. La guerre me semble difficile à finir car les pays du Golfe refusent d'être dominés par l'Iran ou de se retrouver dans une situation pire qu'au départ, évidemment. Ils travailleraient pour eux essentiellement à partir de maintenant, si les choses restent ainsi. Les analystes ont également déjà détecté des images de chasseurs Mirage et de drones Wing-Long, utilisés par les Émirats au-dessus du territoire iranien. Autrement dit, ils observent déjà. Même. Avions, jets. Autrement dit, ce n'est pas rien. Aussi, eh bien, d'après ce que l'on sait, lors de ces dernières offensives, une opération interne aurait été lancée, une opération de l'Iran à l'intérieur des Émirats, comme celle dont nous avons parlé lors de la précédente émission. Autrement dit, ils y vont et pénètrent par la côte. Eh bien, pas sur la côte, mais plutôt sur le territoire, disons, maritime qui appartient aux Émirats, et ils emmènent un navire qui s'y trouve. Ils le prennent et l'emmènent sans problème. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, l'Iran n'a pas confirmé, il n'a pas dit ça. C'est nous qui l'avons. Ils ne l'ont pas dit alors qu'ils le disent d'habitude. Regardez, ce n'est pas comme s'ils cachaient quelque chose. D'habitude, ils le disent si c'était le cas. C'est-à-dire, ils justifient en là-bas, ils inventent quelque chose et disent que légalement, c'est comme ça à cause de ceci, de cela, de cela. C'est sur le territoire des Émirats. Donc, il n'y aurait pas de justification valable pour qu'ils s'envolent, qu'ils volent un navire. Qui ne leur appartient pas, mais si c'était encore sur le territoire iranien, tu pourrais dire qu'ils ont peut-être certains droits, parce qu'ils sont peut-être allés trop loin là-bas et qu'ils veulent vérifier qu'il ne s'agit pas d'un sabotage ou de saboteur. Ce n'était pas justifié. Ce qui se passe, c'est que les pays du Golfe s'alignent, pas forcément pour être du côté des États-Unis, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment ça, mais ils s'alignent dans le conflit avec les États-Unis. Et dans tous les cas peut-être aussi avec Israël. Pour une raison simple, l'ennemi est le même. Exactement le même. Simplement, ceux qu'ils peuvent le plus frapper, c'est eux. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu pendant la guerre.
Au final, Israël essaie plus éloigné, avec plus d'expérience pour repousser ses attaques. Et ces pays sont très exposés, avec peu de défense, disons, par rapport à ce que Israël possède. Donc ils sont trop exposés, et peu d'expérience de la guerre. Alors, bon, c'est comme ça, non ? Selon ce que l'Iran fait, ils disent que ces pays, et les Iraniens disent que ces pays agissent comme des partenaires actifs de l'agression des États-Unis et d'Israël. On les accuse donc d'être déjà ouvertement partie prenante de la guerre. Et il dit qu'ensuite, ce sont eux qui ont été les plus attaqués. Comment pouvaient-ils s'attendre à ce que je ne fasse rien, n'est-ce pas ? Le truc, c'est que... Ce qui attire mon attention. Une autre chose, un autre point, vous voyez ? Qu'à la différence de quand la guerre était active, on n'observe plus de multiples attaques contre les raffineries, les hôtels, tout cela n'a plus lieu. Je parle de choses comme le vol d'un navire, la perte de capacité ou le fait de se retenir. Qu'est-ce qui se passe alors ? Dando o qué está pasando, ¿no? Ou bien c'est une guerre hybride dans laquelle ils disent qu'ils n'attaquent pas, mais en réalité ils attaquent, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est-à-dire qu'ils attaquent d'une manière différente, pour ainsi dire, n'est-ce pas ? C'est possible, c'est possible. En attendant, passons à d'autres sujets également importants. Voyez-vous, il y a eu en Iran le moment d'adieu, ou de leur dire au revoir, bonne chance, non pas de les renvoyer, mais de leur dire au revoir aux membres de l'équipe nationale d'Iran. Des images apparaissent sur les réseaux sociaux où l'on voit les Iraniens montrer leur soutien à leur équipe nationale. Il y avait de tout. Il y avait des gens qui criaient des choses de très fortes contre les États-Unis, contre Israël, donc en politisant un peu la situation, mais la majorité des gens les saluaient et leur souhaitaient bonne chance. Oui, bonne chance, car au final, je veux dire, l'Iran a gagné sa place sur le plan footballistique. Il a mérité d'aller à la Coupe du Monde, n'est-ce pas ? Ganó el lugar de ir al... Donc dans ce sens-là que le sport parle de lui-même, n'est-ce pas ? Combien de temps ils vont rester là-bas, à la Coupe du Monde, si ça va pour eux ? Ça va bien se passer, ça va mal se passer. Eh bien, on verra ça. Mais bon, les gens sont là pour les encourager, certains sont politisés, d'autres non. Il y a un peu de tout, mais l'agence qui publie ces images, eh bien, c'est l'agence contrôlée par le régime iranien. Ils ajoutent bien sûr la dimension politique, géopolitique et tout le reste. y todo lo que tú quieras. En réalité, sincèrement, je vois que bon... Le football et la guerre sont deux choses différentes. Elles ne devraient pas se mélanger. Ce genre de détails, je pense que non, mais bon, c'est comme ça et évidemment ce sera intéressant car il y aura sûrement des symboles politiques. Dans toute cette histoire de Coupe du Monde, non, il reste 28 jours avant que la Coupe du Monde commence. Ce n'est pas le 11 juin ici dans la ville. Bon, moi je suis à Monterrey, mais ça va se passer à Mexico. Pour l'inauguration, la finale se joue à Seattle, si je ne me trompe pas. Aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, là-haut au-dessus de la Californie, pas à l'est, à l'ouest, dans cette région des États-Unis. Ce sera super intéressant à voir. J'espère que ce sera un bel événement et que ça ne devienne pas trop tendu. Beaucoup de gens parient encore que la Coupe du Monde n'aura pas lieu. Regardez, il y a comme cette nervosité et c'est un autre élément de plus. Peut-être qu'on va voir le sujet se calmer un peu pendant ces semaines ou ces jours précédant la Coupe du Monde et tout ça, non ? Bon, passons à d'autres sujets importants. Comment ça va pour vous ? Comment allez-vous ? Merci beaucoup d'ailleurs de nous accompagner un moment. Salutations à mon homonyme José Zaraté. Qu'en penses-tu, José ? La Coupe du Monde aura-t-elle lieu ? Non, si elle a lieu, non. Si elle a lieu à ce stade, c'est comme si elle devait avoir lieu quoi qu'il arrive, non. Il n'y a pas d'autre option. Aurora, comment vas-tu, Aurora ? Salutations. Très bien, ici on commence déjà à ressentir un peu l'ambiance, même si ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendrait pour une Coupe du Monde. Ça commence à se mettre en place. Il dit « Comment ça va ? Merci beaucoup pour le commentaire. Gabriel est toujours là, attentif. » Aurora Ortiz, comment vas-tu ? Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec un petit don. Ce soutien est vraiment très important. Sachez que, c'est essentiel pour que la chaîne puisse être là tous les jours, n'est-ce pas ? Et ce soutien, ce petit don que vous faites, c'est essentiel pour nous, n'est-ce pas ?
Pour pouvoir arriver à la fin du mois et être ici tous les jours, il faut payer toutes les choses qu'il faut payer. Et ça, c'est vraiment beaucoup, pour pouvoir être là. Donc, restez attentif et informez tous les jours, vraiment en temps réel, sur la façon dont les choses évoluent. N'est-ce pas? Tout ce soutien est vraiment très apprécié. Un grand salut à la communauté qui nous regarde en différé, sachant que beaucoup ne peuvent être là en direct. Regarde, dit Aurelio, il pose une question. Tu as déjà commenté la réunion des BRICS en Inde, Russie, Iran, pendant qu'ils occupaient Trump, dit Aurelio. Aurelio, comment vas-tu, Aurelio? Bonsoir, énorme salutation. Les BRICS s'effondrent. Ceux qui pensent qu'ils servent à quelque chose se trompent, ça ne sert absolument à rien. Je te dis, regarde, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'alliances entre l'Inde et les États-Unis, et l'Inde, c'est les BRICS sans l'Inde. Les BRICS n'existent pas. Non. Et en ce moment, il y a une alliance énorme, historique, avec les États-Unis. Mais vraiment immense. Et puis, d'un autre côté, la Chine. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la Chine? Elle n'est pas en train de le distraire. Elle est en train de faire un énorme virage géopolitique. C'est ça, c'est le nouvel ordre. La Chine et les États-Unis, le nouvel ordre. Vladimir Poutine ira en Chine demain ou dans les prochains jours. Vladimir Poutine est terrifié. Il ne sait même pas ce qu'il va faire, ni comment il va le faire. Parce que, en fait, la Russie a vraiment parié sur le fait d'être totalement contre les États-Unis. La Chine, elle, mise sur l'inverse. La Chine, elle, parie justement sur les États-Unis, à l'inverse. Regardez, ils viennent d'annoncer 200 Boeing qu'ils vont acheter. Acheter 200 Boeing aux États-Unis, ce n'est pas seulement le fait de les acheter. C'est que toi, tes compagnies aériennes dépendent maintenant des fournitures des États-Unis. Et la seule façon de les avoir, c'est de bien s'entendre avec eux. Qu'ont-ils fait lors de l'achat? Ils disent qu'on non, car la Chine vend déjà la dette américaine, ce qui est faux. Le 5e de la dette des États-Unis est actuellement détenu par la Chine. Elle est blindée de dollars. Eux, ils ont compris les choses très différemment, non? Muy distintas, ¿verdad? Eux, c'est-à-dire tu te dis, bon, je me sépare et j'arrête d'influencer les États-Unis, mais je perds aussi. Ce qui rend la Chine forte, ce qui la rend forte, c'est les États-Unis. Paradoxalement, 90% de ce dont ils vivent, c'est grâce à ce que le monde leur achète. Et, en matière d'achat et de consommation, c'est qui le monde? Qui est-ce? Ce n'est pas le Mexique, encore moins la Russie, ni le Brésil non plus. En tout cas, ce sont les États-Unis et l'Europe. Ce sont eux qui consomment. Ce sont eux qui achètent vraiment. Et chaque petite chose qu'on achète, si tu grattes un peu, cette petite télécommande, cette petite clé se contrôle. Tout. Fabriqué en Chine. Sinon la Malaisie, mais le plus souvent, c'est par la Chine. Alors ils ont besoin que les gens consomment et veulent convaincre leur population. Écoutez, achetez des produits d'ici et les Chinois n'aiment pas ça. Je veux dire, les Chinois achètent la petite souris, ils te l'achètent et ils ne vont pas le faire. C'est-à-dire, ils ne vont pas le changer pour rien tant que le Mosito n'aura pas disparu. Et une fois qu'il tombe en panne. Ils sont très économes et c'est bien. N'est-ce pas? C'est une bonne pratique. Je trouve que c'est une bonne pratique. Pour la Chine, ce n'est pas avantageux. Elle veut et a besoin de consommation. Donc le BRICS restera toujours une option secondaire. C'est-à-dire comme pour Pouzilla, l'option. Bien sûr, la narration. Si tu vas sur ces sites, ce genre de narration super comme ça, très pro-Poutine et tout ça, ça va être comme si le BRICS était le meilleur. Si quelqu'un veut y croire, très bien, je respecte. Mais ce n'est pas ainsi. C'est une fausseté, totalement. Ce qui est vrai, c'est qu'ils vont fonctionner. Eh bien, c'est vrai comme faire des échanges commerciaux très limités, n'est-ce pas? Et très opposés entre eux parce qu'au final, ils sont rivaux, au bout du compte, non? Et ils se comportent comme des rivaux. Donc, c'est comme ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est le sujet. Une nouvelle ère commence. C'est une nouvelle ère dans laquelle il y a ici deux puissances qui vont en gros, tout contrôler. En fait, regardez là tout de suite. Nous allons justement parler de cela. Donc, je ne veux pas trop m'avancer parce que j'ai des données très intéressantes à vous présenter sur le sujet et excellentes questions sur la maison des BRICS parce que ces BRICS font toujours du bruit et ont de moins en moins de poids. Ils ont de moins en moins d'influence. On en parle de moins en moins. Ça disparaît peu à peu, mais il y en a encore quelques-uns qui persistent. Je vois encore certains soi-disant experts.
Franchement, tu te dis qu'ils ne savent même plus sur quoi s'appuyer pour défendre ce sujet. Mais bon, ça leur plaît. Allons-y, parce qu'il y a un tournant inattendu du côté de la Russie, alors le sujet les inquiète beaucoup et on va aussi parler de ce qui se passe avec l'antivirus, qui a aussi un aspect très intéressant. Non, l'enquête sur le sujet s'accélère parce que cela n'a pas suscité une inquiétude mondiale, mais c'est aussi une préoccupation, un défi de plus parmi ces épidémies zoonotiques. Eh bien alors, allons sur ce sujet, je vous y attends. Nous allons regarder des extraits maintenant. La vidéo se lance automatiquement. Donc, on y va. Allons-y.